moi, je serais pas contre un César. Hein. Ouais. Voilà, je vous le dis, si Vous jamais... êtes été nommé souvent? 7 fois, ouais. 7 fois. 7 fois, ça l'a pas encore pris. Vous avez un camion à saucisses aussi à un moment Oui, donné? j'ai eu un camion. C'est pas commun, Non. c'était un geste d'amour pour quelqu'un que j'ai aimé. Et on vendait des saucisses. Non, mais quand j'y pense, ouais. On vend des saucisses pendant que je présentais les motos à des festivals. Donc j'avais ce camion, on vendait des saucisses, des bières. Enfin, le truc a été rentabilisé très vite. Hein. C'est plus travaillé que 95% des interviews que je fais. Ah oui? Ah, je suis sûr. Hein. Enfin, je veux dire, même en termes de réalisation de trucs. Ouais. Bonjour Pio Marmaille. Bonjour. Vous connaissez la phrase de « Attribue à Paul Éluard, on n'est pas sûr, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Oui, il me semble que je la connais, ouais. En tout cas, elle correspond parfaitement à l'histoire que j'ai avec Pierre Eh Salvadori. oui, ça a démarré en 2011 à La Réunion. Ouais, c'est ça, un festival, je pense, qui faisait rêver un peu tout le monde. C'est quand on partait à La Réunion, on voyait un film par jour, on nous donnait à boire du rhum, et on devait juste rencontrer les gens et parler de cinéma, et c'était un truc assez génial. En fait, j'ai rencontré Pierre dans ce cadre-là, et il m'a dit Pio, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse des films ensemble? Et je Des pensais... films, pas un film. Ouais, dès le début, c'était acté qu'on allait en faire plusieurs. Et il m'a dit ça, et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Enfin, je ne m'étais pas vraiment rendu compte de ce que ça allait donner. Et c'est vrai que 15 ans après, enfin, c'est ça, 15 ans après, on ouvre le Festival de Cannes ensemble, donc c'est quelque chose d'assez... c'est très heureux, et puis c'est vrai qu'on a traversé des moments de vie, c'est des personnages aussi qui m'écrivent de plus en plus... C'est un luxe qu'on écrive des personnages. C'est un peu la pour muse, hein, vous. je suis un peu la muse. Hein. Ouais, vous êtes la muse. Comme une sorte de muse, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vrai quand je suis pas objectif, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur, surtout quand on est artiste, d'avoir comme ça ces rendez-vous tous les 3-4 ans, de pouvoir retrouver un cinéaste avec qui c'est très prolixe, mais c'est très exigeant, parce que c'est quand même un cinéaste très pointu dans le travail. Moi, ça me fait du bien, quoi. Je sais pas comment dire, et c'est dans un milieu quand même où il y a beaucoup de choses qui partent un peu dans tous les sens. D'avoir ces rendez-vous un peu qui cadrent un peu ça, je trouve ça... ouais, j'ai trop de chance. C'est la deuxième fois qu'il vous appelle Antoine, en liberté. Ouais, Antoine c'est aussi, Antoine. Comme son fils s'appelle Antoine. Ah, tous les héros de ses films s'appellent Antoine. Son Pierre, il y a une sorte de continuité. Je sais pas, après, je sais qu'il avait un lien très fort aussi avec Guillaume Depardieu, qui malheureusement est décédé. Et c'est vrai qu'il cherchait aussi, je pense, cette relation d'amis, mais aussi de travailleurs collectifs, je sais pas comment dire. Mais voilà, quoi. Antoine Balestro, c'est donc un peintre qui est en rupture, à l'arrêt, depuis profondément perdu, puis le décès de sa femme. Ouais. Et qui un soir, pardon, je vous laisse. Non, et un soir, il rentre dans une roulotte de voyante, pensant qu'il va pouvoir parler à sa femme grâce à une voyante. En fait, il tombe sur une foraine qui est juste rentrée pour piquer de la nourriture. La Vénus électrique. La Vénus électrique. Et elle va se faire passer pour sa femme décédée. Et de là, voilà. Après, le film prend une ampleur folle. Ils vont tomber amoureux. Ah, c'est un pitch complètement dingue. Alors, on voit la bande-annonce du film. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Hein? Qui êtes-vous donc pour abuser du malheur d'un veuf? Pour profiter ainsi de sa fragilité? Tu es ma lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu m'as pardonné? Redis-le, s'il te plaît. Je t'ai pardonné, Antoine. Voici en sec, monsieur Balestro. Je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Je connais sa vie, ses secrets. Je vous soufflerai des histoires. Et le peintre, il est beau? Ah oui, il est beau. Bonjour. Je vous propose 100 francs par tableau achevé et 150 francs pour les grands formats. Peins le monde pour moi. Elle m'a demandé de peindre. C'est merveilleux, ça. Je n'avais pas touché un pinceau depuis son décès. Ah, Irène, si tu savais, ce lac. Je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler. Hein? Je te l'interdis, tu m'entends? Il m'embrassait. Elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendais ses baisers. Et plus elle apparaît, bah moins il me voit. Le marchand d'art qui est joué par l'excellent Gilles Lelouch, et donc qui est très intéressé et qui devient complice d'une embrouille à vos dépens. Bien sûr, parce qu'en fait, comme Antoine Balestro, le peintre, reprend goût à la peinture, il recommence à vendre des tableaux. Donc forcément, il y a l'ami et le marchand.
dans la personne de Gilles Lelouch. Et c'est vrai que du coup, ça crée des situations. Enfin, c'est un film qui parle de mensonges, de trahison, tout en étant une comédie évidemment. Mais donc il y a cette possibilité aussi pour les acteurs de jouer, à mentir aussi. Donc il y a pas mal de degrés de lecture et je sais pas que ça crée aussi des situations assez fondamentalement drôles quoi. Mais c'est vrai que quand je pense en fait, la seule personne qui ne rit pas, c'est Antoine Balestro qui est en fait manipulé. Ouais, un peu le sang de la farce. Pourquoi il vous a écrit pour vous un personnage manipulé? Parce que ça ne vous ressemble pas. C'est une bonne question. Je sais pas trop, mais je sais pas parce qu'il a. Non, mais je pense que c'est un truc qui est lié un peu à l'innocence, à la candeur, je sais pas quoi, quelque chose qui a peut-être ça. Chez moi, et en même temps il fallait aussi quelque chose, il fallait un acteur aussi, je pense, qui soit capable qui ait envie de traverser ce truc de désespoir. Parce qu'incarner un personnage qui est profondément dépassé par la culpabilité, par la culpabilité, c'est pas facile quoi. Je pense qu'il faut plonger tête bêche dans des sentiments qui sont pas toujours rassurants, je dirais. Mais il faut mouiller un peu la chemise quoi, un petit peu, faut y aller. Et le fait d'être à Cannes est une opportunité magnifique en même temps que la sortie. Bah, c'était. Ouais, moi, je me rendais pas trop compte, parce que j'ai pas trop l'habitude de venir à Cannes, enfin un peu plus ces dernières années, mais je me rends compte quand même, ouvrir le festival, là, c'est pas de la blague. C'est-à-dire qu'on n'est plus. Voilà, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a un cérémonial qui est génial, enfin, je sais pas, et ça sort dans le monde, donc il y a un truc un peu excitant, un truc un peu électrique, c'est un peu con, mais ici quand même, il y a quelque chose, je sens que c'est pas. En tout cas, les smokings sont beaux. Là, on a des très très beaux smokings. Noir et blanc. Ah oui. Yin-yang, évidemment. La dualité de l'existence. Pierre Salvadori dit qu'en fait, de Gilles Lelouch, et sûrement pour vous, c'est la même chose, que vous ne jouez pas le rôle, vous jouez le film. Ah oui. le sens exact de cette phrase, j'ai l'impression que c'est surtout se soucier de ce qui dépasse simplement la séquence. C'est d'avoir une espèce de vue générale, enfin en tout cas essayer de l'avoir et de sortir un peu de petites problématiques qui peuvent avoir lieu que dans une scène. Je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et en même temps il faut s'en détacher. Mais c'est un truc qu'on sent en fait chez certains acteurs aussi et chez certains cinéastes qui ont envie de simplement, qui se soucient surtout de l'objet en lui-même, de l'objet du film. C'est-à-dire que Pierre, c'est le premier cinéaste avec qui j'ai travaillé qui se soucie de la narration à l'image. Où il m'a dit en fait c'est un plan, une idée. Et c'est pas quelqu'un qui est dans un rapport classique, conventionnel, on fait un plan large et après on va se rapprocher des acteurs. À chaque fois, il se soucie de comment raconter à l'image, quelque chose qui appartient au scénario. C'est très singulier comme regard. C'est-à-dire vraiment, pour lui, un plan, c'est aussi important qu'une intention de jeu. Et ça, je trouve ça, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'autre qui fonctionne comme ça. Vous dites singulier, c'est aussi votre parcours qui est singulier. Quand on regarde votre parcours, oui. Démarré, vous avez vécu votre enfance à Strasbourg, Oui. votre père était scénographe, vous avez vécu dans le Stuc. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une maison à Stuc qui est passée vos copains. Ouais. Ensuite, vous êtes parti en Italie, genre la Commedia dell'arte, Harlequin, Polichinelle. Ensuite, la Comédie de Saint-Étienne où il n'y avait pas de gros moyens. Oui. Et après, j'ai eu un atelier de moto aussi. Enfin, j'ai fait tellement de trucs en fait, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, non, c'était une sorte de continuité qui m'a un peu dépassé. Mais enfin, je sais pas, peut-être que je ne me rends pas compte, mais je me sens assez à l'aise avec toutes les directions, toutes ces sources qui m'ont un peu influencé dans mon rapport au monde, je pense, aujourd'hui. Et puis à un moment, j'étais un peu plus mal à l'aise avec ça, le fait d'avoir un atelier, d'être soudeur. Je ne sais pas comment dire, je me disais qu'il y avait peut-être un regard qui allait être un peu un peu vulgaire, je sais pas quoi, alors qu'en fait, je pense qu'on peut à la fois étudier les textes somptueux et être amoureux d'une forme de poésie et en même temps être capable de souder un cadre de moto. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de truc contradictoire. Qu'est-ce que ça vous apprend de réparer des moteurs en dehors du moteur? Je pense que c'est surtout le fait de voir un truc que je fabrique avec mes mains devant moi en tout cas. Et c'est très simple en fait, si je ne le fais pas, le soir, il n'y a rien devant moi. Donc, si je ne fabrique pas une ligne d'échappement avec mes mains, elle n'existe pas. Donc j'ai besoin quelque part d'avoir un peu ça de temps en temps pour que ça me rappelle un peu à l'objet, quoi. Je ne sais pas comment dire, parce que le cinéma c'est tellement abstrait. On joue quelque chose et ça part sur une carte SD ou un truc comme ça, ou une péloche, et après on en fait ce qu'on veut, quoi. Mais moi j'ai besoin de ces deux énergies-là. Le fait d'avoir donné le départ des 24 heures du Mans Moto il y a quelques jours, c'est quelque chose. Hein. Ça vaut un César, non? Ah, je sais pas.
Ah, le César, je sais pas non plus. Moi non plus, mais bon. Je sais pas, bah, écoute, non, on verra plus tard. Mais non, là, c'est vrai que les 24 heures du Mans, c'était fou, quoi. Il y a quand même 70 000 personnes, des motos, 55 mecs qui tournent pendant 24 heures. Est-ce que ça vaut un César? J'en sais rien. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, d'être dans un truc comme ça, très concret, avec un public qui n'est pas forcément... c'est pas parce que c'est pas les mêmes publics au César, c'est pas grave, au contraire. Il y a un truc de foi, de fascination qui existe profondément en tout cas aux 24 heures du Mans que j'ai vu, et aussi au César, enfin, je sais pas comment dire. Mais moi, je serais pas contre un César. Hein. Ouais. Voilà, je vous le dis, si jamais. Vous êtes nommé souvent? 7 fois, ouais, 7 fois. 7 fois, ça l'a pas encore pris. Écoutez, si jamais, ouais, Je peux partager la sensation que vous avez, parce qu'il y a eu les 7 d'or, qui était un truc dans notre petit monde de la télé, qui était comme les Oui, bien sûr, récompenses. J'ai été nommé 5 fois aussi et je ne l'ai jamais eu. Voilà. Et en plus, moi, j'avais autre chose, c'est que les lauréats s'appelaient Michel. C'était Michel, à chaque fois, il y a Michel Drucker, Michel Pollack, et à chaque fois, bon non. Voilà. Donc je connais. Et en même temps, ça n'empêche personne de vivre. Le poker face au moment du résultat. Oui, bien sûr. Ouais. Mais non, moi, ça me touche toujours. Mais ouais, je pense que ouais, c'est bon, je suis prêt. Si vous voulez, je suis prêt. Je serai prêt. Je suis disponible. Alors vous avez joué des rôles très variés. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste de gilet jaune, vigneron nomade, magouilleur, dealer, biologiste. Ouais. Comment vous qualifiez dans l'univers les acteurs? Mais en fait, c'est vraiment, j'en parlais ce matin, je me rends compte que j'ai pas... à un moment, au début, j'étais un peu anxieux parce que j'avais pas vraiment de bande ou de copains ou de trucs comme ça. Et je suis un peu tout seul dans mon coin, là, en train de trifouiller, je vivais dans un atelier et tout. Et en fait, c'est pas grave. J'ai construit quelque chose un peu de mon côté. Je rencontre aussi des gens aujourd'hui, mais je sais pas comment dire. J'ai peut-être une position un peu atypique. Alors peut-être ça prend peut-être plus de temps ou ça prend des directions qui sont parfois un peu surprenantes. Mais ça me va très bien. Et vous prenez des décisions rapidement. Par exemple, vous avez décidé un jour de traverser l'Atlantique avec des gens que vous ne connaissiez pas. Oui, je l'ai fait. Enfin, on m'a proposé de le faire. J'avais jamais fait le bateau. Hein. Ouais. C'est ça surtout, c'est que j'avais jamais fait le bateau. Et on me dit, est-ce que tu veux traverser l'Atlantique? Parce que c'était dans le cadre d'un film sur Alain Bombard, le mec qui a inventé ces bateaux-là. Putain, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, ouais, pas de problème. Et donc le lendemain, j'étais à... Ah merde, je sais plus cette île là. Moitié espagnol, moitié à Gibraltar. Ouais. Et en fait, je vois le bateau là, et je me dis, mais attends, on va traverser vraiment l'Atlantique, quoi. Et donc pendant 14 jours, je suis parti sur un coup de tête. Je ne savais même pas ce que c'était un boot, quoi. Et puis le mec, et là on part. Et je me rappelle, il y avait une sorte de petit écran là, avec 2 petits points, parce qu'il y a les 2 continents. Et je me disais, mais attends, ça avance à 2 à l'heure le truc là. On va y arriver dans 2 semaines. Il me dit, ouais, c'est ça va être dans 2 semaines. Ouais. Et là, c'était parti. Et j'ai pas de regrets, mais je ne le referai pas de suite. C'est-à-dire que, voilà, c'est quand même 2 semaines, c'est un bateau qui avançait assez vite quand même. Mais ouais, je fonctionne comme ça, un peu à l'instinct, quoi, des moments. Vous avez eu un camion à saucisses aussi à un moment Oui, donné? j'ai eu un camion à saucisses. Oui, j'ai aussi eu un camion à saucisses. Oui, voilà, j'ai eu un camion à saucisses. Ah, pardon? C'est pas commun. C'est pas commun, Non. c'était un geste d'amour pour quelqu'un que j'ai aimé. C'était une sorte de blague entre nous, et j'ai vraiment fait ce camion. Et on vendait des saucisses. Non mais quand j'y pense, ouais. On vend des saucisses pendant que je présentais des motos à des festivals. Donc j'avais ce camion, on vendait des saucisses, des bières. Enfin le truc a été rentabilisé très vite, hein, parce que c'est vrai que... Bon bref. Alors vous parlez, j'ai lu dans un article récent, vous parlez du droit de retrait. C'est Oui. quelque chose du philosophe allemand Eugen Herigel, c'est Oui. ça? Et qui a écrit le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Oui. Alors là, il y a plus beaucoup de références. Choses, ouais. Mais oui, enfin en tout cas, le droit au retrait, j'aime bien l'idée de ne pas être toujours dans... On me demande toujours d'être efficace, productif, d'avoir un avis sur tout et de m'engager dans plein de choses. Et en fait, j'estime que moi, je sais que j'ai besoin de ça, de prendre du temps aussi pour disparaître, quoi. Ouais. Et de ne pas être en permanence... que tout ce que je fasse ne soit pas tout le temps analysé. Et ça n'a pas d'intérêt, en fait. Je suis juste une personne totalement... Je suis un artiste, certes, mais je sais pas, j'ai besoin de ça, en tout cas. Et bon, je m'engage plus, mais voilà, j'ai besoin de ça. Et le zen dans le tir à l'arc, c'est un truc qui me... C'est un livre que j'ai lu quand j'étais étudiant, qui parle vraiment de ça, en tout cas. Là, il parle de tir à l'arc, mais c'est surtout en fait l'endroit de concentration à certains moments de l'existence, dans certaines formes d'art, ou là, en l'occurrence, c'est sur le tir à l'arc. Enfin, c'est surtout sur le fait de toucher une forme de cible. C'est toute la trajectoire intellectuelle. Et on devient la cible.
plus ou moins, je pense. Après, c'est toujours un peu, certes, non, c'est des trucs. Mais moi, je sais pas, ça me rassure. Je sais pas, j'ai besoin j'ai besoin un peu ça. Un coup d'œil sur une de Télérama qui a fait parler pas mal. On voit toujours les mêmes au cinéma. Ouais. C'est marrant parce que tous les gens qui sont c'est pas les gens qui tournent le plus. Je pense que c'est plus une sorte. Je pense que là on faisait référence à un système de fonctionnement et de financement plus, mais je pense qu'en l'occurrence Pierre Niney, je crois qu'il a tourné un film en 2 ans, donc c'est pas. Ça ne correspond pas vraiment à une réalité du travail. Et après, je trouve aussi qu'il y a en tout cas, moi, je travaille aussi avec des gens qui sont des nouveaux acteurs. Ça existe quand même. C'est pas toujours les mêmes personnes qui font les films, je pense. Alors, je vais terminer par une interview qu'on appelle le Canorama, vous allez voir, c'est très intelligent. Vous devez répondre je vous fais 2 propositions, vous en choisissez une. Mad Max ou Les Trois Mousquetaires? Mad Max, parce que je pense que, enfin, moi c'est plus, je dirais carrément, j'ai toujours adoré le Seigneur Humgus, le méchant mythique du Mad Max 1, avec son masque de hockey là. Je sais pas, j'aime bien l'idée du chaos général, en tout cas ce qui s'en dégage dans Mad Max. J'aime bien ça, j'aime bien, c'est le fin du monde en fait, j'ai toujours été attiré par ça. Quand je parle des Trois Mousquetaires, vous avez tourné effectivement dans des grosses productions comme les Trois Mousquetaires ou pour Netflix, et puis aussi dans des films où il y a plus de bricolage, ou des Quentin Dupieux, ou même vous avez tourné, je crois pendant le Covid, un film qui devait se dérouler au Mexique, en Normandie, avec des cactus gonflables. Ouais, j'ai fait ça, c'est ce que je dis en fait, à un moment, à force de faire des gyoza, on a envie de faire autre chose quoi. Je sais pas, en tout cas, j'aime bien l'idée de l'inventivité, des choses en fait un peu amateur. J'aime bien ça, en tout cas, de pouvoir voir des trucs, des effets spéciaux fabriqués dans un endroit de DIY quoi. J'aime bien ça, ça fait partie de mon côté d'un truc un peu artisan quoi. Alors un casque intégral ou un nœud papillon? Moi je suis peut-être nœud pape. Après je fais quand même gaffe. Quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être pas forcément le plus. Je roulais pas de la même manière que je roule aujourd'hui en moto, pardon. Mais non, là ce soir c'est nœud pape et il sera blanc. Ouais. Nœud pape blanc. Une poursuite à moto ou une scène de rupture? Une scène de rupture quand même. Ouais. C'est quand même plus. Il y a plus d'épaisseur. Un départ des 24 heures du Mans Moto, on a parlé, ou une standing ovation à Cannes? La standing est directe. À ce soir alors. Ouais. Et la route 66 ou la Croisette? Je ferai le truc de la route 66 parce que c'est encore un truc que j'ai pas encore fait, donc je ferai ça, je pense. Et enfin la dernière, le plus beau titre de film, c'est Easy Rider ou La Vénus électrique? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Comme vous voulez. Je dirais. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci bien.